Je me présente, je m'appelle Galiam. Je suis élève au lycée Curie-Corot dans la Manche, à Saint-Lô. Et aujourd'hui, avec mes camarades, on aimerait vous présenter notre projet sur le financement des différents agents économiques. Je me présente, je m'appelle Marine. Moi, c'est Chanaël. Et moi, c'est Titouan. Moi, c'est Tonio. On tient particulièrement à remercier les collègues du Crédit Mutuel de nous avoir invités dans leur bâtiment Saint-Anglo. Être en capacité de financement, c'est quand les ressources sont supérieures aux dépenses. En général, ce sont les ménages qui sont en capacité de financement. Quand les agents en capacité de financement souhaitent placer leur argent, ils ont deux possibilités: faire des dépôts à la banque ou acheter des actions ou des obligations. Si un agent en capacité de financement fait un dépôt à la banque peut l'utiliser pour octroyer un emprunt demandé par des agents en besoin de financement. Être en besoin de financement, c'est quand les ressources sont inférieures aux dépenses. En général, ce sont les entreprises ou l'État qui sont en besoin de financement. Les emprunts sont faits à la banque et permis entre autres par les agents en capacité de financement grâce à leur dépôt. Le marché financier va donc permettre de mettre en relation les agents à capacité de financement et les agents en besoin de financement. Nous allons donc nous intéresser aux besoins de financement des agents économiques que sont les ménages, les entreprises et l'État. Pour cela, nous avons pris contact avec des banquiers qui gèrent respectivement ces trois agents économiques pour échanger avec eux sur leur rôle dans ce financement de l'économie, et plus particulièrement dans notre département de la Manche. Et en quoi, du coup, cette épargne, elle est indispensable au bon fonctionnement des banques? Laquelle? Celle L'épargne... L'épargne que vous récoltez en général. Ouais. Ah oui. Eh bien, alors pour plusieurs raisons. Le livret bleu, le livret bleu, il sert, tout l'argent qui est dessus nous sert pour le financement du logement social. Donc ça, c'est réglementaire. On ne peut pas, nous, utiliser l'argent du livret pour en faire autre chose que pour... Il est centralisé après auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et cet argent-là, que ce soit pour le Crédit Mutuel, mais pour plein d'autres banques, il sert pour le logement social. Donc il sert au gouvernement à construire tout ce qui est logements sociaux. Tout ce qui est sur le livret développement durable, donc c'est une autre sorte de livret, lui, il ne sert que pour le financement de du commerce ou de l'artisanat. Et puis le reste de ce qu'on a, il nous sert, ce que je disais tout à l'heure, à pouvoir reprêter aux gens qui ont besoin de crédit. Donc c'est indispensable qu'on ait de l'épargne. Si on n'a pas d'épargne, on a moins d'argent à reprêter en face pour le financement de l'économie locale. Pour le coup. Fort. Comment définir un ménage? Un ménage, c'est toute personne vivant sous le même toit. Pour prendre en compte les besoins des ménages, il faut d'abord regarder comment s'établit leur revenu disponible, c'est-à-dire leur revenu qu'ils peuvent librement dépenser. Effectivement, le revenu disponible des ménages leur servira soit à consommer, soit à épargner. Comment calcule-t-on le revenu disponible? Tout d'abord, il faut calculer le revenu primaire, qui est l'addition des revenus issus de l'activité de production, c'est-à-dire les salaires, donc les revenus du travail, les revenus du patrimoine, donc toute possession immobilière liée à des rentes, et les revenus mixtes, qui sont les revenus des personnes à leur compte. À ce revenu primaire, il va falloir retirer les prélèvements obligatoires, les impôts et les cotisations sociales. Puis ensuite rajouter les revenus de transfert, issus de la redistribution, que sont l'ensemble des prestations sociales. Du coup, à quoi va servir ce revenu disponible dont les ménages disposent? Ce revenu disponible servira soit à consommer, soit à épargner. Comme a dit précédemment Chanel, lorsque les dépenses sont supérieures aux ressources, les ménages sont en besoin de financement et peuvent recourir à un emprunt auprès d'un établissement de crédit. Deux types d'emprunts existent, la consommation et les crédits immobiliers. Pour vous, c'est quoi les crédits aux particuliers qui sont le plus risqués? Aux particuliers qui sont les plus risqués, C'est quoi? Les crédits à la consommation, peut-être? Je sais pas. on a très peu de risques. Globalement, si je vous parle en matière de risque, sur les crédits à la consommation, c'est quand même très très limité. Parce que c'est des crédits qui sont déjà sur des durées assez courtes et qui se remboursent en général beaucoup plus vite que ce qui était prévu au départ dans le contrat. Parce qu'un crédit voiture, on va faire sur 5 ans, mais en fait, il se trouve que 3 ans après, la personne elle va remplacer son véhicule, on va refaire un nouveau véhicule. Sur le crédit à la consommation, on a très peu de risques. Alors, je touche du bois, globalement, on a très peu de risques. On est dans la Manche, à Saint-Lô, enfin, on est quand même dans des secteurs assez épargnés. Alors, bien sûr, il y a des dossiers qui ne vont pas jusqu'au bout, hein, malheureusement, mais ça, si on le savait, ça serait facile comme métier. Sincèrement, j'ai du mal à répondre à la question. Même en habitat, on arrive toujours à trouver des solutions.
Là où c'est plus risqué, tout de suite le risque qu'on a plutôt, c'est la personne à qui il arrive un accident de la vie, entre guillemets. Mais ça, on ne le sait pas au départ. C'est plutôt ça. C'est pas tellement quels sont les prêts les plus risqués, c'est quel est le risque le plus important. Ce qui est compliqué tout de suite, et ben, malheureusement, alors du coup, il y en a beaucoup, c'est les séparations. Parce que du coup, ça vient quand même chahuter le budget familial. Hein, quand les personnes se retrouvent toutes seules et qu'elles ont emprunté à deux, ben forcément, c'est pas la même chose. Le risque du chômage. Bon, ici, alors dans la Manche, à Saint-Lô, on a 5% de taux de chômage. Hein, donc, c'est un chômage naturel. Donc, il y a quasiment pas de chômage ici. Donc, on se plaint. Enfin, c'est pas trop une problématique. Mais, ou alors la maladie, l'accident, les choses comme ça. C'est plutôt ça qui va en faire que le crédit va devenir un peu plus risqué. Plutôt que le type de crédit. Après avoir étudié le financement des ménages, nous allons étudier le financement des entreprises. Les entreprises sont majoritairement en situation de besoin de financement. Pour mesurer leur activité, nous calculons leur chiffre d'affaires. Donc, on multiplie le prix par la quantité vendue. On soustrait au chiffre d'affaires les consommations intermédiaires, donc les consommations détruites au cours du cycle, ce qui donne la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle représente la richesse réelle créée par l'entreprise. La valeur ajoutée est partagée entre différents agents économiques. Elle sert d'abord à rémunérer les salariés par les salaires et charges sociales. Le reste est appelé excédent brut d'exploitation, donc EBE, qui représente le bénéfice après paiement des coûts liés à la production. L'EBE est utilisé pour rémunérer l'État par les impôts, les actionnaires par les dividendes et la banque par les intérêts sur les emprunts. Et une partie peut être conservée par l'entreprise pour autofinancer ses investissements. Pour financer leur activité, les entreprises ont deux grandes solutions. Le financement interne, via l'autofinancement, via leur épargne, ou le financement externe, qui peut être direct par l'émission d'actions ou d'obligations, ou qui peut être indirect par les prêts bancaires, les emprunts bancaires. Ces financements sont essentiels pour le développement de l'économie locale. C'est quand même notre outil préféré, hein, parce que du coup le BE, c'est ce qui reste. Si vous avez vu ça il n'y a pas longtemps, je vais faire la preuve. Ça sert à quoi le BE? Et en fait, surtout pour la banque, le BE, c'est ce qui lui sert à payer ses prêts. On va prendre son OBE, on va enlever les prêts qu'il a déjà en cours, et puis on va enlever la demande. Hop, j'écris pas très bien parce que la demande, donc son EBE, moins les prêts en cours, moins la demande, il faut qu'il en reste encore, c'est mieux. Donc ça, effectivement, si on voit que quand on dit qu'il y a un dossier qui n'a pas de faisabilité, c'est quand déjà l'EBE, si l'EBE est négatif, on s'est mal parti quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a déjà pas les moyens de payer le prêt qu'il a en cours, donc c'est pas pour aller lui en remettre dessus. Alors après, ça s'explique, hein, dire non à un client, c'est pas facile, mais des fois, c'est lui rendre service. Donc effectivement, le BE, ça va être la première valeur qu'on va regarder. On va regarder bien sûr le chiffre d'affaires, comment ça, si c'est en tendance à baisser ou à augmenter. Parce que des fois, on a un EBE qui va pas très très bien, mais on sait que l'année d'après, pour X raison, je sais pas, il a baissé sa masse salariale ou il a revu ses prix et tout, donc la marge a augmenté. On sait que le BE, donc on va faire des projections aussi. C'est pour ça que des fois, on demande un prévisionnel au comptable pour nous dire, voilà, aujourd'hui le BE c'est ça, mais merci de nous dire dans les 2-3 années qui viennent, comment on va être sur le BE et ce qui va permettre des fois d'octroyer quand même le crédit. Et puis ça dépend aussi de la demande qui est faite, si c'est 10 000 euros ou 1 million d'euros, toujours pareil, c'est pas ça va pas être la même histoire. En fait, une entreprise, je vais vous le schématiser simplement, entre le moment où elle produit quelque chose, que ce soit un service, que ce soit un produit, parce qu'elle peut fabriquer aussi des choses, et le moment où elle le vend, où elle encaisse l'argent de ce produit-là, il se passe du temps. C'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Et souvent, pour une entreprise qui fabrique quelque chose, elle achète de la matière, donc elle a bien un débours, il faut qu'elle le paye, avant d'être payée de son produit fini qu'elle aura fait. Et ce temps-là, il faut quand même bien qu'elle achète cette matière avec de l'argent qu'elle a potentiellement ou pas. Si c'est de l'argent qu'elle n'a pas, elle vient le chercher chez nous. Et c'est ce qu'on appelle les financements à court terme. C'est-à-dire que c'est un financement qui va aider à financer le cycle d'exploitation. Le financement de l'État est un élément central de la politique économique d'un pays, car il permet de répondre aux besoins collectifs en matière de services publics, comme par exemple l'éducation, la santé ou les différentes infrastructures, et de redistribuer les richesses. Il est essentiel de comprendre comment l'État finance ses dépenses afin de saisir les enjeux économiques et sociaux d'un pays. Quelles sont les principales sources de financement de l'État ? Pour financer ses déficits publics, l'État doit s'endetter.
Cela se fait principalement en émettant des obligations d'État sur les marchés financiers. Les investisseurs, banques, fonds d'investissement en particulier, etc., prêtent de l'argent à l'État en échange de remboursements futurs avec intérêt. On parle de dette publique, elle représente l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour couvrir les déficits passés. En 2024, le financement de l'État français reste marqué par des déficits importants et une dette publique élevée. Comme les ménages et les entreprises, l'État dispose d'un budget composé de recettes et de dépenses. Tout d'abord, les recettes fiscales. Ce terme regroupe les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Il constitue la principale ressource de l'État. Il existe les impôts indirects. Ce sont les impôts directement payés par les contribuables, comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Des impôts indirects qui incluent dans le prix des biens et services comme la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, les cotisations sociales. Elles financent les prestations sociales comme les retraites ou l'assurance maladie. Le reste est constitué d'amendes. Mais l'État peut également tirer des revenus de la gestion de son patrimoine, comme les dividendes issus des entreprises publiques, par exemple EDF, ou les loyers perçus pour l'utilisation de ces biens immobiliers. Concernant les dépenses, elles vont correspondre aux différents besoins des ministères, comme la défense, l'éducation nationale et la santé. Lorsque l'État a plus de dépenses que de recettes, il est alors en déficit budgétaire. Si on rajoute au déficit budgétaire l'ensemble des déficits des autres administrations publiques, on obtient le déficit public du pays. Du coup, comment l'État peut-il financer ce déficit ? Comme dans beaucoup d'autres pays, la dette publique est un sujet de débat. Certains estiment qu'un certain niveau de dette est acceptable, tandis que d'autres plaident pour sa réduction afin d'éviter un surendettement. En France, nous sommes contraints par le pacte de stabilité et de croissance imposé par l'Union européenne, qui même s'il est suspendu, doit à nouveau rentrer en vigueur en 2025. Et ce pacte impose une limite en termes de déficit public et d'endettement, sous risque de sanctions, voire d'exclusion de l'Union. Le budget de l'État pour 2024 prévoit un déficit de 146,9 milliards d'euros, ce qui illustre un déséquilibre persistant entre les recettes et les dépenses publiques. Malgré ces ressources, les dépenses, en particulier pour le remboursement de la dette, continuent de croître à un rythme soutenu. Quant à la dette publique française, elle a dépassé les 3 000 milliards d'euros, représentant 111% du PIB en 2024. Cette situation est aggravée par la hausse des taux d'intérêt qui augmente le coût du financement de la dette, devenu premier poste budgétaire. Cette pression financière limite les marges de manœuvre de l'État pour investir dans d'autres secteurs prioritaires, comme la transition écologique ou les infrastructures. Face à cette situation, des mesures de consolidation budgétaire sont envisagées. Le gouvernement cherche à réduire les déficits avec une politique de relance économique et la protection des ménages dans un contexte d'inflation. Ce panorama met en évidence la complexité du financement de l'État, soumis à des arbitrages constants entre gestion des ressources et dépenses publiques. Locales, vous avez les communes, vous avez les départements, vous avez les régions. Vous avez aussi ce qu'on appelle des SPL, donc des sociétés publiques locales. Vous avez des SEM, vous avez des syndicats mixtes, syndicats des eaux notamment, par exemple. Voilà, donc vous avez plusieurs institutions. Alors après, vous pouvez avoir aussi des mélanges publics et privés. Une SEM, par exemple, ça va être un mélange public et privé. Donc vous avez les deux acteurs dedans. Et donc ça se fait en ce moment, c'est ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte. Ça se développe beaucoup sur la partie énergie renouvelable actuellement. Tout ce qui est SEM énergie, où vous avez des acteurs privés comme les banques, comme nous par exemple, qui rentreront au capital, et vous avez aussi des acteurs publics, type département, ou oui, j'ai oublié les Comcom aussi, les communautés de communes. Les communautés de communes aussi font partie des collectivités. Pour financer l'économie et pour financer les entreprises de notre domaine, quoi. Enfin, en Basse-Normandie, les entreprises, elles ont besoin de financement pour fonctionner, donc on est là pour ça. Après, oui, on fait attention à un projet, notamment, il y a des obligations. Quand on crée un bâtiment et qu'on fait beaucoup de bureaux, où il y a beaucoup de places de parking, il y a des obligations d'ombrières solaires, il y a des obligations de panneaux solaires pour les nouvelles constructions. Ça, on y fait très attention, parce qu'effectivement, on finance, mais il faut que les clients soient dans les lois et dans la règle de ce qui doit être fait.